soit elle est très intelligente, soit elle a vraiment souffert. Elle est l'une des femmes de notre époque que j'admire le plus. J'ai le plaisir de recevoir Andrea Bescon sur InPower. Je savais qu'il m'était arrivé un truc. T'en parles à personne de ce mal-être ? Et j'aperçois cet homme-là qui m'a violée petite dans la rue. Et d'un seul coup, mais alors sans prévenir, tout te revient. Bah ! Il y a bien un truc qu'il ne faut pas dire à une victime de viol, c'est pourquoi tu t'es tuée si longtemps. À la fois danseuse, actrice et réalisatrice, Andrea est une des figures majeures de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. J'ai perdu foi en tout, quoi. T'es éteinte. Comment on rallume cette flamme ? Plus j'avance, plus je me dis, mais je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas. Waouh ! Je fais ce que je veux, en fait. T'as plus de compte à rendre. Ouais, et ça, c'est merveilleux. Comment apprendre à vivre après un drame ? Comment l'art peut-il faire bouger les lignes ? Comment réapprendre à faire confiance ? Et moi, j'en avais rien à foutre d'être courageuse. T'aurais pu faire tellement plus. Comment on fait pour ne pas se laisser gouverner par la colère ? Mais merde, là, en fait, c'est toi que tu vas sacrifier, quoi. Eux, ils en ont rien à foutre. Qu'est-ce que tu ressens à sa condamnation ? On a pleuré ensemble après. On m'a toujours dit, l'héroïne, on n'en sort pas. Ouais, t'as pas le choix, sinon tu meurs, en fait. Et je vous invite à rejoindre ma conversation avec Andrea Bescon. Bonjour Andrea ! Salut, Louise. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, très bien. Je suis très contente de te revoir avec nous. On avait fait un petit épisode pour la sortie de Nudes, Ouais. qui est une série que tu as co-réalisée. Ouais. Et en fait, c'est tellement incroyable que je t'ai dit, en fait, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes pour qu'on parle longtemps. On fasse un vrai épisode long. Bah écoute, merci de m'inviter. Je suis ravie, moi, de venir chez toi. Et en plus, entre-temps, j'ai eu la chance d'aller voir ton spectacle, Les Chatouilles, au Théâtre de l'Atelier, qui est jusqu'au 1er juin. Jusqu'au 1er Ouais. juin, comme ça, voilà, je mettrai dans les notes pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir passer. Et claque de ouf. Non mais tu vois, moi je suis pas forcément hyper sensible au théâtre. Et donc tu vois, quand j'y vais, je me dis toujours un peu bon, je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Enfin tu vois, c'est toujours intéressant. Mais et là, j'ai ri, j'ai pleuré, j'avais pas envie que ça se termine. Franchement, ce qui n'est pas toujours le cas au théâtre, tu vois. C'est cool, ça fait plaisir. Donc, Andrea, avant qu'on parle de tout ce qui te caractérise, ta force, ta puissance, aussi ton histoire, j'ai quand même découvert avec ce spectacle qui est hyper intime que tu es passé par la drogue, que tu es passé par l'alcool, que tu es passé par... est-ce qu'on dit de l'inceste Moi, c'est la pédocriminalité, la parce que c'était pas quelqu'un de ma famille. Ouais, donc voilà, quand même des sujets assez lourds que tu arrives vraiment à aborder avec... une force incroyable. Mais avant ça, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Bah écoute, déjà je suis une femme citoyenne, j'essaie de m'engager. Je suis réalisatrice, j'écris aussi, j'écris beaucoup. Donc voilà, je fais des films, des spectacles. En fait, ouais, disons que la forme, j'aime bien basculer d'une forme à l'autre du moment que oui, c'est artistique, du moment que c'est engagé, du moment qu'il y a une spirale d'énergie avec le public. Donc là, aujourd'hui, cette année particulièrement, je vais être plutôt comédienne de spectacle vivant et j'enchaîne la scène. Et actrice parce que j'ai la chance d'aller à Cannes là, cette année, je suis super contente. Cool, on se verra. Ouais, je suis on trop fera les relous féministes. Tu sais qu'anecdote, il y a 2 ans, je suis arrivée avec une tenue faite sur mesure par une nana super qui fait de la haute couture upcyclée, donc avec des chutes de tissu. Et j'avais écrit Proud Feminist. Okay. C'était ma tenue avec un long truc rose en satin de soie, je sais pas quoi. Et ils ont failli pas me laisser rentrer en fait, sur le tapis. Oh. Ouais. Ils m'ont dit, en gros, ils avaient peur que je sois une militante, fouteuse de merde. Et tu sais, moi, je les ai regardés, je leur ai dit, mais en fait, on a plus le droit d'être féministe. Non, puis surtout là, c'est un peu la fête, tu viens sur le tapis rouge. Ouais. Bon, s'il te plaît, proud féministe. Mais attends, c'était une insulte avant d'être féministe. Ouais, mais du coup, j'étais un peu là. J'étais là, les gars, vivez avec votre temps aussi, quoi. Bref. C'est dingo. Donc, ok. Et moi, je me sens artiste, mais enfin... j'aime passer d'une forme à l'autre. J'ai écrit un roman l'année dernière. J'ai réalisé cette série. J'ai co-réalisé avec Sylvie Verred et Lucie Borletot cette série Nudes. De temps en temps, je joue quand je trouve un beau rôle au cinéma ou cinéma ou télé d'ailleurs, ou plateforme. Mais j'aime bien choisir les rôles et y aller avec le cœur. Et jusque-là, ça me réussit bien parce que je suis très heureuse des personnages que j'ai pu porter. Et voilà, je vague comme ça, je passe un peu d'un univers à un autre. Et moi, ça m'amuse beaucoup. Et c'est par la danse que tu as commencé. Ouais. Je suis pas sûre que tout le monde le sache, en fait.
Non, je pense pas, mais parce que d'abord, je suis plus danseuse professionnelle depuis longtemps, mais la danse a été ma première maison artistique. J'ai commencé, voilà, j'ai marché, j'ai dansé, et puis très très vite, de toute façon, ça s'est imposé à moi. J'ai eu la chance aussi d'avoir les bonnes rencontres, puisque j'ai rencontré une prof de danse absolument géniale qui a dit à mes parents, mais elle, c'est bon, il faut qu'elle fasse carrière dans la danse, elle a le potentiel, elle a l'envie. Elle a la rigueur, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de rigueur. Et voilà, elle a cru en moi et mes parents ont dit, bah oui, évidemment, c'est sa passion, on va tout faire pour qu'elle puisse réaliser son rêve. Donc j'ai enchaîné ces 2 écoles-là, que sont Cannes et... c'était Cannes, Rosella Hightower à Cannes et le Conservatoire national de Paris plus tard. Puis après, pendant 10 ans, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé avec la danse, de compagnies très underground à des comédies musicales. Voilà, je me suis vraiment, vraiment beaucoup amusée. Et la danse m'a amenée au théâtre parce qu'en même temps, j'avais l'impression que ma danse, c'était vraiment une forme de théâtre physique déjà. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé interpréter des personnages. J'ai rarement dansé juste une danse, tu sais, un peu abstraite ou qui soit que pour la beauté de la chorégraphie. Je l'ai fait, mais c'est pas ce qui me passionnait, moi. Ce qui me passionnait, c'était vraiment de raconter une histoire avec des personnages et voilà. Pourquoi c'est la danse, tu penses, qui est l'art qui t'a le plus touché ou qui t'a touché en premier ? Écoute, je crois que le mouvement, c'est la vie. Et donc, moi, j'ai toujours eu cette énergie assez débordante qu'il a fallu que je canalise au fil de la vie et tout. Donc, tout de suite, je sais pas, puis la musique, l'espace, il y a quelque chose de passionnant autour de la danse. Et puis, c'est tellement personnel. C'est ça qui est vachement beau. Et il y a un moment aussi où ça, c'est très, très beau, justement. Quand tu fais ce type d'école où on t'apprend vraiment quelque chose d'hyper technique. Tu vas vraiment dans la technique, ok ? Et ensuite, une fois que tu as vraiment acquis très fort cette technique, tu te rends compte que toi, ta danse, elle est vraiment à part. C'est-à-dire que toute danse est unique, chaque corps est différent, chaque personnalité. Et donc, c'est pareil, évidemment, pour toute forme d'art, mais c'est ce qui m'a passionnée, moi, adolescente, quand j'ai compris que, bah oui, j'avais cette technique, etc., et que je pouvais totalement déborder et être moi à travers ce corps et à travers cet art-là. Et il y a quelque chose aussi de beau dans la troupe. On est la dernière roue du carrosse de l'art, nous, la danse, en fait. Il y a quelque chose de très privilégié dans le cinéma, il y a quelque chose aussi de très privilégié dans la musique, l'opéra et tout. Nous, les danseurs, déjà, on n'a pas de syndicat, on est hyper désorganisés. Et en même temps, c'est vachement beau parce que tu fais pas ça pour l'argent. Certainement pas. Je veux dire, t'es payé comme une sous-merde. Et tu fais ça vraiment par passion et dans le but aussi de partager la scène avec des gens, puis évidemment avec ce rapport au public. Mais la troupe, c'est vraiment ce que j'ai aimé aussi à travers la danse, quoi. Est-ce que la danse a eu un impact sur ton rapport au corps ? Oui. Moi, je pense que la danse m'a sauvée. Je pense que très concrètement, si j'avais pas eu la danse, j'avais tellement d'angoisse, j'étais tellement... Je me suis sentie tellement mal aimée dans la vie. Alors après, voilà, est-ce que c'était complètement le cas ? Je ne pense pas en vérité, mais il y a des méthodes que je n'ai pas comprises quand j'étais enfant. Et, des méthodes de quoi, d'éducation ? Oui, et à juste titre. Bon, c'était assez violent chez moi. Et donc la danse, je me souviens me réveiller une très grosse partie de ma vie, enfin tu vois, jusqu'à l'âge adulte et encore, ça m'est encore arrivé longtemps, avec une putain de boule au ventre. Et la danse, elle m'aidait quand même à faire partir cette sensation dans la journée, tu vois. Et aujourd'hui, je suis contente parce qu'elle n'est plus là, mais Ouais. mais elle était là longtemps. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as identifié que tu l'avais ? Je crois que c'était à l'internat, quand j'étais petite, le premier jour à l'internat où tu te retrouves, tu quittes ta famille, je quittais mon petit frère avec qui j'étais très très proche. Et ouais, tu te retrouves dans une immense solitude, même si toutes les copines sont logées à la même enseigne. Moi, je me souviens même d'une copine qui était japonaise et qui voyait ses parents seulement l'été. Donc, tu vois le délire à 13 ans, quoi. Ah ouais. Donc, on connaissait ça, la solitude. Voilà, c'est la solitude et l'isolement comme ça. Et en même temps, une très forte sororité entre nous dans cet internat. Et puis ce truc de petite fille, de petite mère où tu te retrouves... toi, tu as 13 ans, puis ta petite mère, elle a 16 ans. Et puis, c'est elle qui s'occupe un peu de toi, qui te donne des conseils et tout. C'était super beau. Mais je crois que... non, en fait, c'est plutôt que ça encore. Non, je crois que cette boule au ventre, elle est venue très, très, très vite. C'est marrant parce que dans ton rapport à la danse, je vois que du positif,
Alors que j'ai reçu plusieurs, notamment danseuses classiques de l'opéra, etc. Et quasiment toutes sont passées par une forme de détestation d'elles-mêmes et de leur corps, parce que la danse est un art tellement normé, où il y a tellement d'injonctions liées au corps, que ça peut mener à beaucoup de dérives aussi par rapport à son apparence, son physique, l'amour de soi. Tout à fait. De toute façon, alors moi, très très vite, je suis partie vers la danse contemporaine. Ah ouais. J'ai tout de suite compris que, si tu veux, je me souviens de Rosella Hightower qui avait dit à mon père, il y a un truc, elle a un truc. Elle n'a pas la technique, elle n'a rien là. Hein. Elle va en chier. Mais elle a un truc, elle a une énergie, elle a quelque chose, elle est à part, je la prends. Et évidemment, j'ai pas du tout le corps pour la danse classique. Je suis hyper musclée. Musclée, elles sont très musclées, les danses classiques, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi, je suis pas longiligne. Ça n'a rien à voir, quoi. J'étais pas trop faite pour ça, même si j'ai beaucoup travaillé parce que c'est comme le solfège. Ouais, ça apporte énormément. Ça apporte énormément. Aujourd'hui, tu vois, sur scène, je peux encore faire des fouettés. Enfin, c'est un truc comme ça qui est d'une rigueur et qui fait que c'est très inscrit. Mais très vite, j'ai lâché les chaussons, je me suis mise pieds nus, je me suis jetée au sol, quoi. Enfin, très vite, non, mais très vite, c'était ça, je vais mon faire à game. ma sauce. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai pas connu ce truc il y avait plus de liberté pour les danseuses contemporaines et les danseurs contemporains, modernes ou hip-hop plus tard et tout, sur le corps, tu vois. Mais attention, hein, c'est très élitiste au Conservatoire de Paris. Je me souviens très bien d'une fois où je vais avoir 16 ans, tu vois, je reviens d'un été, je passe l'été en Bretagne chez mes grands-parents, je mange des crêpes au beurre tout l'été. La vie, tu vois, la vie, je kiffe. Je commence à boire avec mes amis, tout ça. Bon, bref, et je prends, je sais pas, 5-6 kilos, tu vois, dans l'été. Et quand je suis arrivée en cours à la rentrée, mais genre, ça a été pour eux un carnage, quoi. J'ai des menaces, il fallait que je perde du poids. Et donc, tu te retrouves à porter un regard sur toi, alors que je ne l'avais pas fait. Moi, je me sentais bien. Et puis là, d'un seul coup, tu dis, ah bah ouais, bah non, en fait, il faut... je dois revenir vraiment dans cette norme, tout ça. Donc oui, t'es assez cruel quand même après avec ton corps. On se regardait entre nous, c'était très compétitif. Voilà, non, c'est pas simple la danse, quoi. En tant que danseuse moderne, c'est peut-être plus simple que la danseuse classique, mais ça reste une école très difficile, une école de l'humiliation aussi, beaucoup. Tu dois être très, très, très endurante à l'humiliation. Je te dis, cette compétition, cette dureté absolue. Alors après, moi aussi, la danse, il y a tellement de rigueur que ça m'a appris à travailler. J'ai un amour du travail qui est absolu. Je veux dire, je gère mon emploi du temps. Je suis pas quelqu'un, je suis pas employée. Je suis vraiment freelance dans le sens où voilà, je travaille pour des productions. Mais tu vois, si je me dis, dès que j'ai un moment un peu libre, je ne sais pas ne pas travailler. Je me dis, j'ai une idée là en tête, je commence à bosser un scénario. Même si ça ne se monte pas. Je veux dire, ça fait partie du travail en fait, de semer comme ça des graines. Et puis à un moment, il y a vraiment un arbre qui pousse. Mais ouais, j'ai l'amour du travail, quoi. Et ça, c'est la danse qui me l'a apporté. Quelles sont les questions que tu te poses le plus à l'adolescence ? Comment je vais faire pour vivre ? Ouais, c'était dur l'adolescence. Oh my God. C'était tellement violent parce qu'en plus, comme j'avais été victime de viol à 9 ans, que j'étais dans une forme d'amnésie traumatique. Je savais qu'il m'était arrivé un truc. J'avais l'idée, c'était vraiment sous-jacent. Il y avait quelque chose là, quoi, qui traînait. Et surtout, je me sentais sale. Je me trouvais pas jolie. Je voyais pourtant que je plaisais. C'est ça qui est rigolo. T'arrivais à plaire ? Ouais, ce qui est marrant, c'est que... Après, comme j'ai toujours eu cette joie de vivre en dépit de l'angoisse, j'ai toujours... moi, c'est jamais mon physique qui plaisait. C'est parce que j'ai une énergie, que je racontais beaucoup de conneries et que voilà, c'est ça mon truc. Mais je n'arrivais pas trop à comprendre en fait que je puisse plaire, tu vois. Mais donc les questions que je me posais, c'est comment je vais vivre, comment je vais réussir avec cette boule au ventre, comment je me débarrasse de ce mal-être. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était toutes les conséquences post-traumatiques. Ouais. Comment tu essayes de les affronter à ce moment-là, avec le peu de billes que tu as ? Je me laisse aller dans les excès en me disant... C'est là où tu commences... Ouais, 14-15 ans,
Moi, je suis une crapule. Moi, je faisais le mur. Mais c'est vrai que tu vois, on se rend compte de cet aspect, de cette facette de ta personnalité dans le spectacle quand tu parles de ton meilleur ami de l'époque. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, est-ce que tu étais dans un quartier ? Est-ce que t'es... Alors ça, ouais, quand je parle de Manu qui est un mélange de plein de gars avec qui j'ai traîné quand j'étais dans le 19e. J'ai vécu, en fait, quand j'étais à Paris, j'ai vécu 4 ans rue Petit dans une dans une famille d'accueil. Enfin, je louais plutôt une chambre. C'était pas vraiment une famille d'accueil. C'était vraiment, je louais une chambre qui était noire, très très bizarre. Ça a peut-être inspiré les postes après. Ouais, carrément. Non, ouais, c'était très très chelou, mais j'avais ma clé, donc j'étais hyper libre. C'était comme si j'étais émancipée, quoi. Mes parents, ils n'étaient pas trop dans le game. Déjà, ils étaient à Toulouse, donc je faisais un peu ce que je voulais et je consommais pas mal de cannabis à ce moment-là, donc je ne pouvais pas fumer chez moi, évidemment. Donc je traînais beaucoup dans la rue, beaucoup. Et donc, et Manu, c'est un mélange de tous ces gars-là avec qui, je sais pas, on a dealé, ou bon, je dealais un peu les gens du conservatoire, j'étais toujours un bon plan, tu vois, bon. Puis il fallait que aussi je fasse un peu de sous, enfin, c'était compliqué, cette vie-là. Puis c'est marrant, moi, parce qu'il y a toujours eu ce paradoxe où les gens de mon quartier me prenaient pour une bourgeoise et les bourgeois, enfin, les gens du conservatoire me prenaient pour une meuf de quartier, enfin... Tu vois, j'ai toujours un peu eu ça où, comme on me dit, mais putain, tu parais super sage et tout. Et quand on te voit sur scène, on fait ouais, mais c'est pas la même personne. J'ai souvent basculé comme ça dans les extrêmes, moi. Quand est-ce que tu commences à boire ? Ouais, 16 ans. Mais en fait, je commence à boire à l'extrême, c'est-à-dire que je bois pas tous les jours. Je suis pas dans cette tendance-là d'alcoolisme. Mais par contre, quand je bois, je vais trop loin. Ouais, tu veux blackout. Oui, c'est ça, c'est que j'ai besoin de m'enivrer et j'ai besoin de m'assommer, en fait. Et ce que m'offre, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est une perspective, en tout cas, qui m'a, à ce moment-là, enchantée dans l'alcool, de pouvoir m'oublier totalement et peut-être même de me dire, à un moment, il y a eu vraiment un moment compliqué dans ma vie où, je sais pas si on peut parler d'énergie suicidaire, mais il y a quand même des fois où j'y ai pensé, me dire, peut-être qu'un jour, tu vas aller tellement loin dans ta consommation que voilà, tu vas faire un truc tu vas te jeter sous un métro, je sais pas quoi, tu vois, et ce sera fini tout ça, et tu seras tranquille. Et je me souviens m'être dit ces choses-là. Mais je pense que mon instinct de survie était trop fort, ça allait au-delà de ce mal-être-là. Puis putain, heureusement que je l'ai pas fait parce qu'on n'aurait pas eu tout ce que tu nous as offert depuis. Non, et puis surtout, je l'aime cette vie-là. Ouais. T'en parles à personne de ce mal-être ? Non, on est tous en mal-être. Je vais te dire, franchement, toutes les personnes que je côtoyais à ce moment-là, je veux dire, même tous mes collègues, soit au conservatoire ou à Cannes avant ça, ou tous mes potes du 19, là, on est vraiment des jeunes en chantier, quoi. On a mal, on a tous mal. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, avec certaines, on a un peu gardé contact, on a repris contact. Et puis, il y a une personne particulièrement qui m'a révélé avoir été victime d'inceste. Enfin, voilà, et c'était vachement difficile. En fait, tu fais pas ça pour rien. C'est-à-dire de se jeter comme ça dans la danse et tout, il y a déjà un truc, tu vois, de quitter sa famille, d'aller... coûte que coûte, habiter ailleurs, ne pas avoir le soutien familial puisque il est loin et bosser comme une dingue et se faire humilier régulièrement par ce cursus-là. Ouais, tu vas pas hyper bien, je pense, à la base, quand tu choisis ce chemin. Je crois pas, enfin, je sais pas, c'est mon avis, mais... Donc nous, on allait tous mal, donc en fait, on ne parle pas de nos mal-être, de nos maux, de ce qui va pas, en fait. On traverse la vie, on serre les coudes comme on peut. Des fois, on se prend la tête, des fois, comme des ados, quoi, ou des très jeunes adultes. Mais quand même, par-dessus tout, on était forts, hein, on avançait. Hein. Honnêtement, que ce soit ceux du conservatoire ou ceux de rue Petit, etc., on a toutes et tous été des gros battants, quoi. Qu'est-ce qui fait la différence, tu penses, entre... tes amis de la rue Petit qui ont connu une forme de déchéance et de descente aux enfers, et celles et ceux qui en sont sortis? Il y a quand même la malchance, je crois aussi. La mauvaise rencontre et tout. Je pense à un de mes copains qui
J'ai appris plus tard qu'il était devenu SDF, qu'il était mort d'une overdose d'héroïne. Moi, je pense franchement qu'en plus, ces gamins-là avaient été... maintenant que je connais toutes les conséquences psychotraumatiques de la pédocriminalité, de l'inceste, je pense qu'en vrai... Ils avaient subi aussi ouais, ça. je pense, ouais. Et lui, ça m'a beaucoup marqué. Et non, et sinon, je sais pas, il y a aussi... Il y a le hasard de la vie, il y a comment tu t'accroches. Je te dis, les rencontres aussi, hein, c'est fondamental. Il y a quand même une part de chance dans la vie, quoi. Honnêtement. Bah bien sûr, mais ce qui n'est pas du tout rassurant, quoi. Enfin moi, Non, ça mais- me rassure pas parce que je me dis, mais en fait, ça sert à quoi même d'essayer alors qu'on sait même pas ce qui va nous... Si, ça vaut toujours le coup Traverser, d'essayer quoi. parce que quand même, en essayant, tu obtiens plein de choses. Enfin, tu vois, tu l'as fait grandir, l'énergie, puis la chance de la rencontre, c'est aussi toi qui as généré une énergie qui fait que à ce moment-là, ça se débloque et tout. Donc, non, faut toujours y croire, mais on peut pas se mentir. Il y a des fois une part de chance ou de malchance dans la vie. Voilà, même si tu mets tout en œuvre, t'es pas forcément... Et puis, il faut connaître l'échec. C'est vachement important de connaître l'échec. Enfin, Quand est-ce que tu le rencontres pour la première fois? bon, après, avec la danse, t'es souvent... T'es souvent par T'es terre. souvent en échec, mais j'étais franchement toujours bien placée, tu vois, dans mon cursus de danse et tout, dans ma promo, quoi, comme on dit. J'étais dans les têtes de classe. Et puis à un moment, on est au junior ballet, donc t'es vraiment à la fin de ton cursus. Ils invitent des chorégraphes qui viennent faire des créations avec les jeunes, quoi, que nous sommes, etc. Donc on est, je sais pas, on est 14 ou 15. Ah ouais. Et là, il y a une chorégraphe américaine qui vient et tout. Puis elle fait 2 groupes, team A, team B, déjà, bon. Et, et donc voilà, tous ses préférés dans la A, et puis des moins préférés dans la B, et puis moi, elle me prend pas. La meuf me prend pas. Non. Je suis là, je fais quoi? Et t'as même pas encore dansé? Non, si, elle a Ok. bien regardé tout le monde, ce qui est encore plus humiliant. Ouais. Elle a bien regardé tout le monde, elle a regardé le cours, elle nous a fait danser, elle nous a fait faire des impros, mais un truc de malade. Elle prend tout le monde sauf moi. Je crois qu'il y avait peut-être une autre personne qui l'avait pas prise. Mais enfin, bon, voilà, moi, je suis que sur moi à ce moment-là. D'autant plus que... Y a pas de raison. Ouais, je me logique. prends dans la gueule parce qu'en plus, je suis toujours plus ou moins considérée comme une des meilleures, etc. Ouais, quand même. Et là, putain, elle me prend pas, quoi, la meuf. Je fais quoi? Bon. Bah, de toute façon, tu fermes ta gueule, hein. T'as pas le choix, hein. Tu peux pas la forcer, c'est la vie. Et puis, il n'y a pas de pédagogie autour de ça. C'est-à-dire que bah, t'es pas prise. C'est pas le prof, l'autre prof qui te suit depuis 5 ans. Il va pas te prendre en disant, écoute, voilà, je suis vraiment désolée pour toi. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, etc. Non. Tu es vraiment confrontée à ton échec, toi, toute seule. Et donc, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je peux aller regarder répéter. Moi, je vais péter un plomb. Et donc, je me suis inscrite au concours international de Paris, qui était présidé par Caroline Carlson, jury. Et j'ai préparé ce concours. Et je suis allée décrocher le prix Espoir. Je dansais sur la scène de Théâtre des Champs-Élysées et tout, folie. Et donc, je me suis dit, tu vois, bah, l'échec, Tu veux c'est prendre ta faire bondir, revanche. c'est te faire bondir sur un truc qui s'avérait être génial parce que moi, j'avais pas d'argent, mes parents avaient pas d'argent. Vient vraiment, enfin, voilà, ils ont toujours travaillé, c'est des warriors et tout, mais là, on a vraiment... Bah, je veux dire, ouais, ils se sont faits tout seuls, c'était chaud. Et puis surtout, ils me donnaient quand même les moyens de... Enfin, Cannes, ça avait été très cher. C'est pour ça que je suis rentrée au Conservatoire de Paris, parce que c'était gratuit et que j'étais devenue boursière et tout ça. Et donc, j'ai pas d'argent, moi. J'ai vraiment rien. J'ai rien. Et le concours de Paris, je décroche l'équivalent, c'était en francs à l'époque. Putain, ça marque mon âge. Et je décroche l'équivalent de 2000 balles, quoi. Et 2000 euros, bah, ça me suffit pour me payer mon voyage aux States. Je pars à New York quelques mois plus tard. Et là, je commence ma vie, en fait... d'aventurière de la vie allez, je lâche tout, je voulais pas me retrouver dans un carcan, dans une compagnie, un CCN et tout ça. Ça me paraissait insupportable de sortir du conservatoire pour rentrer dans une grosse structure un peu trop rigide pour la personne que j'étais et même la femme que je suis devenue. J'adore les règles, mais j'aime pas qu'on m'emprisonne. Et là, j'ai eu besoin de ça. Et donc, cet échec a fait que j'ai pu gagner ce prix. Déjà, être saluée par Caroline Carlson. C'était géant, quoi. Et puis partir après aux États-Unis.
pendant 6 mois. Pourquoi tu voulais partir aux États-Unis ? Je voulais fuir ma vie. Là, on est vraiment sur une fuite. Je voulais fuir ma vie. Je te dis, je voulais fuir cette prison du conservatoire qui m'avait fait beaucoup, beaucoup souffrir. Fuir. Quand tu parles là de tes parents, tu soulignes les efforts qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir t'aider à réaliser ton rêve. Et c'est pas du tout le son de cloche que j'ai ressenti pendant le spectacle. Et d'ailleurs, je voulais te remercier d'avoir été si transparente dans le spectacle sur le fait que les relations parentales ne sont pas toujours roses. Ah, c'est sûr, que, ouais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un tabou autour de ça. C'est que tu vois, sur Insta, je vois que des trucs genre My mom is my best friend. Enfin, non, mais tu vois, t'es obligé. Tu passes vraiment pour une connasse si tu dis que tu n'entends pas avec tes parents. Enfin, il y a un loup. Et je trouve que c'est important de souligner qu'en fait, le respect, pour moi, s'acquiert et il n'est pas dû. En effet, écoute, moi, ma relation à mes parents, elle a été complexe parce qu'on a une maman... ils nous sont eu très jeunes, en fait, déjà. Okay. Ma mère, elle avait 19 ans quand même, elle a eu, donc elle avait elle-même connu de très gros traumas. C'est pas pour l'excuser, hein, mais je pense quand même qu'il y avait quelque chose, une grosse faille chez elle. Et donc, voilà, il y a eu cette violence comme ça, non éducative, je dis non éducative exprès, et qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup affectée, parce que je pense avoir été toujours hypersensible et tout, et que de prendre des coups, ça m'a vraiment pas aidée dans la vie. Et puis, donc après, dans le spectacle, c'est vrai que, bon, ça reste un spectacle d'1h30 où je parcours comme ça... toute une vie, donc si tu veux, tout est condensé de la pauvre, il y a toutes ces punchlines qui sont là, alors que bon, toutes ces punchlines-là, elle me les a pas sorties en 1 heure, tu vois. Oui, c'est au cours d'une vie. Oui, bien sûr. Donc forcément, c'est terrorisant de voir ce personnage qui minimise, parce qu'elle sait que c'est vrai quand même, mais elle minimise. Mais on se demande, parce que bon, on va pas spoiler, mais à un moment, elle dit quand même que c'est un peu dans ta tête. Enfin... oui, parce que j'exagère. Ouais. Que j'exagère ou que c'est pas si grave tout ça. Enfin, tu vois, on est aussi, nous, cette nouvelle génération-là, dont je fais partie, où il y a eu des femmes qui ont parlé avant nous, mais souvent, tu vois, quand je parle avec des dames plus âgées qui disent « Ouais, maintenant, vous supportez plus rien ». Je dis, mais pourquoi on devrait supporter, en fait ? Je ne sais pas, parce que vous avez, pardon, mais vous n'avez pas eu le courage de l'ouvrir haut et fort. Et nous, vous nous reprochez de l'avoir, en disant que ça va, c'est bon, vous n'êtes pas très endurante à la maltraitance. Bah ouais, en fait, on n'en veut pas, quoi. Et on ne devrait pas, en fait. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc, non, excusez-nous, non, moi, c'est tolérance zéro, en fait. Donc, je pense que alors ce personnage de la mère dans Les Chatouilles, il est forcément très perturbant parce que tout est réuni en très peu de temps et puis que effectivement c'est pas rose. Mais moi ça m'empêche pas d'avoir de très beaux souvenirs de ma mère. Enfin, c'est quelqu'un que je ne vois plus. On est d'accord, on se verra plus. Enfin, il y a un truc comme ça, une espèce de... Il y a eu une rupture. Il y a une rupture très forte. Et puis, bon, je pense que Les Chatouilles étaient pour elle quelque chose de compliqué à gérer, j'imagine. Je n'en ai jamais parlé avec elle, mais tu dis si elle l'a vu ? Ce film, je ne sais pas, mais bon, évidemment, beaucoup de monde l'ont vu. Le personnage de la mère a été incarné par Karine Viard, qui a eu un César. Il y a des chances qu'elle l'ait vu passer. Écoute, évidemment, c'est dur. Et donc, forcément, c'est pas qu'elle peut que m'en vouloir. Elle dit, putain, elle a mis tout ça en lumière, quoi. Mais voilà, je sais que par ailleurs, mes enfants, tu vois, quand je parle de la force de travail et tout, de la rigueur, ça vient beaucoup de ma mère aussi. Et donc, j'arrive à... Séparer la femme. Non, mais c'est marrant, c'est ce qui me vient en tête, là. Séparer la femme. Et merde, en fait, là, je peux pas dire ça. Trop drôle. Non, mais c'est OK, quoi. J'aime pas cette notion de pardon, là, ça me saoule, en fait. J'ai pas besoin de pardonner pour être heureuse. Mais je suis assez apaisée vis-à-vis de ma maman. Je sais que ça n'a pas toujours été facile pour elle et qu'elle m'en a fait baver parce que elle n'était pas... prête, en fait, je pense, à être mère. C'est comme ça, et qu'au final, il y a aussi des choses belles que j'ai pu retirer de son éducation. Et je suis contente aussi d'avoir inversé le schéma, parce que moi, j'ai jamais frappé mes gosses. Ouais. Donc, si tu veux, je pense que je lui en voudrais si j'avais été une maman un peu maltraitante. Je lui en voudrais d'avoir... je m'en voudrais à moi, mais d'avoir réitéré un schéma. Là, aujourd'hui, comme j'ai cassé le fil,
Ben, en fait, c'est OK pour moi. Je porte un regard peut-être un peu triste parce que je pense que c'est une personne qui aurait dû être aidée, c'est sûr. Et ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, c'est vrai que quand j'ai dit je veux danser, etc., mes parents, ils ont été là. Ils n'avaient pas d'argent, comme je te dis. Ils se sont battus pour me payer mes cours à Cannes, l'internat, tout ça. Enfin, ils se sont bagarrés, quoi. Je peux pas tout mettre à la poubelle, quoi. Oui, mais c'est justement cette nuance qui est nécessaire, en fait, de montrer que c'est pas d'un côté, on a une relation absolument fantastique avec nos parents, on les adore coûte que coûte, et tout est justifié, enfin, on excuse tout. Non, mais ouais, Et de l'autre, c'est la coupe totale. C'est en fait, tout n'est pas forcément jeté à la poubelle, mais il faut savoir reconnaître. Et je trouve que beaucoup de... Je sais pas si c'est parce que y a une fierté parentale, mais j'ai l'impression que beaucoup de parents ont du mal à reconnaître leurs torts. oui, Voilà, mais alors... c'est dit. Oui, ça, c'est vrai. Alors que c'est Ils humain. préfèrent même fermer la porte et Ouais. dire, bon, tu vois, je sais que ma mère n'admettra jamais avoir été aussi humiliante et aussi violente à mon égard. Enfin, pour elle, j'ai toujours exagéré. Sauf que quand j'étais petite, c'est s'approcher de moi, je faisais ça. Tu vois. Ouais, tu l'as pas Et inventé. pour autant, je l'ai aimée passionnément. J'ai un moment très fort à l'adolescence où elle était vraiment mon modèle. Et puis, elle avait quitté mon père. Et il y avait un truc où une forme d'émancipation chez cette femme que j'admirais. Et je me souviens lui avoir déclaré cet amour-là, lui avoir écrit des lettres, des poèmes et tout. Et puis, donc, ça n'empêche pas l'amour, en Ouais, fait. ça n'empêche pas l'amour, tout à fait. Ça n'empêche pas l'amour. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as parlé ou tu as dit à tes parents que tu as été violée? Ouais, enfin, j'ai d'abord parlé à mon petit frère. D'accord. Ouais. Je sais pas. Johan, il est hyper instinctif. Il est super instinctif. Et donc, comme on était dans cette fameuse ville où j'avais été violée par un mec qui était commerçant dans cette ville, ça faisait des années que je voulais plus passer dans la rue. Enfin, je voulais plus passer devant son commerce. Donc, je disais à mon frère, viens, on fait le tour, on passe par là. Il me dit, non, c'est plus rapide là. Tu fais quoi Je dis, non, s'il te plaît. Je dis, Andrea, je veux comprendre. Mais lui, il a... Un sixième sens. Ouais, il sent le truc et tout. Et puis, il me lâche pas jusqu'à ce que je dise, quoi. T'avais quel âge? 22, 21, 22, c'est que c'est fou. Ouais, donc plus de 10 ans après, quoi. Ah oui, 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 oui. Oui, et puis surtout, même quelques années après que j'ai eu vraiment le retour de mes souvenirs très, très précis, où justement, à partir de ce moment-là, je ne peux plus passer dans cette rue. Je C'est sais arrivé exactement un ce jour qui m'a fait. Tu te réveilles et... Ouais, en fait, c'est un peu un tout, c'est-à-dire que je vais avoir 17 ans, 18 ans, je commençais vraiment ma vie sexuelle. J'avais une relation super avec un mec super, en plus vraiment trop cool et tout. Et j'aperçois cet homme-là qui m'a violée petite dans la rue. Et en fait, je me fige et je pense... Parce que si tu veux, quand je commençais cette vie sexuelle, étrangement, je prenais du plaisir, je trouvais ça super fun. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je savais pas quoi. Je comprenais pas, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, quoi, avec la relation sexuelle. Et donc, je pense que tout ça s'est stimulé, ça s'est interrogé dans mon corps, c'est venu intellectuellement. Et puis, quand je l'ai vu dans la rue un jour, là, tout m'est revenu. Waouh, je me suis figée, j'ai fait « Ah, putain, mais voilà !» J'ai toute l'image, je le vois rentrer un jour de Nouvel An, 1989, 1er janvier, à, je sais pas, 4h ou 5h du matin, contourner mon lit, comme ça, je dors avec mon frère. Et là, c'est le premier viol, quoi. Et tout me revient de manière clinique, précise, radicale. C'est ça qui est terrible avec le retour d'amnésie traumatique, c'est que t'as oublié pendant des années, voire des décennies, et d'un seul coup, mais alors sans prévenir, tout te revient, bah! Et là, t'es dans un tsunami parce que t'as tout, les gestes, la voix, les odeurs, le cadre. Je te dis, je me souviens regarder mon frère qui dort là, je me souviens qu'il y avait ses fils à lui qui dormaient.
dans l'autre bout de la chambre. Je me souviens du contexte total. Je me souviens que c'était ce putain de Nouvel An, qu'il avait convaincu mes parents qu'il fallait qu'on reste dormir là parce que lui, il avait prévu son coup. Et tout ça, et c'est ça aussi qui... Souvent, je gueule sur la justice et tout, quand on dit « ouais, les preuves, machin », mais tout ça, ça fait des preuves, en fait. Et que même un jour, quand j'en ai parlé à mes parents, je me souviens de mon père qui a dit « mais oui, parce que quand j'ai dit Nouvel An, machin, tout, mais oui, vous aviez dormi chez lui, mais oui, tu vois ». Et donc tout ça, Et tes c'était parents, violent. c'est du coup combien de temps après? Mes parents, ouais, non, Johan m'a dit tout de suite, vas-y, on en parle à papa et maman. Tu peux pas garder ça pour toi, on peut pas garder ça pour nous. T'en parles à papa et maman. Et donc j'en ai parlé à mes parents, mais ils étaient là. Ma mère est venue avec moi au commissariat, par exemple. Même si derrière, c'est compliqué. Mais ouais, c'était un choc, évidemment, pour eux. Après, ils comprenaient pas, je me souviens qu'ils comprenaient pas pourquoi j'en ai pas parlé. Donc moi, je culpabilise, évidemment, parce que s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas dire à une victime de viol, c'est pourquoi tu t'es tué si longtemps, tu vois. Pourquoi tu me l'as pas dit, pourquoi t'as pas fui, pourquoi t'as pas crié, pourquoi tout ça. Toutes ces paroles culpabilisantes qui sont évidemment involontaires, mais qui font très très mal. Et donc, voilà. Et puis un jour, je décide de porter plainte, je porte plainte, et là, je vois qu'en fait, c'est un mec qui fait ça régulièrement, quoi. Il était vraiment prof de judo? Non, il était dans l'athlétisme. D'accord. Comment t'as vécu ce processus judiciaire? La violence, franchement, j'ai un très très mauvais souvenir, même si... Mais c'est ça qui est terrible. Je suis miraculée, j'ai obtenu justice, mais c'était abominable. Je me souviens notamment d'un rendez-vous que j'ai eu chez un psychiatre, un expert psychiatre qui voit si tu n'affabules pas. Ah ben ouais. Est-ce qu'on peut rappeler là, les stats du nombre de mensonges Moi, j'ai vu que c'était 1% ouais, c'est entre 1... Alors, des plaintes déposées qui sont mensongères. Voilà. Ouais, c'est juste pour rappeler, quoi, parce que c'est... Ouais, les allégations fallacieuses. Non, mais bon... Et puis, tu t'aperçois généralement, en plus, que s'il y a quelque chose de l'ordre du mensonge, il y a quand même un trauma, il s'est passé quelque chose peut-être avec une autre personne, mais qu'en tout cas, il faut creuser, il y a un truc qui ne va pas. C'est rare que la personne qui n'a jamais subi de viol et tout arrive et accuse quelqu'un de viol, en fait. Bon, après, moi, c'est pas ça que je leur reproche, de te faire un test, de te faire une expertise psychiatrique. Enfin, oui, il n'y a pas de souci, mais c'est juste la façon. T'as aucune psychologie, quoi. Je suis une jeune femme... Je commence ma vie et je suis là avec ces tests de Rorschach, tout ça. Puis on ne parle pas, on ne dit rien. Puis un jour, tu te retrouves au tribunal. Et c'était ultra violent, quoi. C'était dû le revivre. Moi, c'est ça que je trouve difficile. Ouais. Oui, et puis en plus, comme j'avais mes parents, je minimisais vachement. Donc, t'es pas en plus en condition pour vraiment dire ce qui t'est arrivé, parce que, bon, d'abord, t'as peur, tu te retrouves confronté à ton agresseur. Ouais. Lui, tu l'entends mentir, minimiser, dire, mentir, en fait. Puis après, bon, il a dû avouer. Mais, ou dire, je me souviens qu'il avait dit un truc que je n'ai pas mis dans le spectacle ni dans le film, mais qui m'avait vachement marqué. Il avait dit... soit elle est très intelligente, soit elle a vraiment souffert. Tu vois, elle est peut-être les deux. Voilà. Et là, waouh, j'avais halluciné, quoi. Genre, intelligente pour raconter des trucs. C'était quoi? Ça voulait dire quoi? Ouais, mais tout ça est vachement violent. Hein. En plus, t'es mal assis. Je me souviens de la sensation du banc en bois, là, pendant 2 jours. Là. Bref, non, torture. Qu'est-ce que tu ressens à sa condamnation? Je ressens un soulagement pour ces petites filles. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire, de savoir que ces petites filles ne seraient pas violées, du moins pas par lui. Malheureusement, on est nombreuses à être violées quand même. Ça, c'était un soulagement, en fait. Et aussi, la maman de ces petites filles-là qui pleurait dans mes bras en me remerciant d'avoir osé, quoi. Donc ça, ouais, j'étais quand même soulagée, mais très vite, j'ai su que
comme il avait déjà fait 2 ans de préventive, qu'il n'allait pas faire sa peine totale. Et puis, en fait, il restait 4 ans supplémentaires en prison et puis il est sorti. Voilà, je trouvais ça... je sais pas. C'était très bizarre parce que j'étais soulagée quand même qu'il aille en prison, qu'on l'empêche quand même de nuire pendant un moment. J'avais touché un petit peu d'argent de dommages et intérêts pour pouvoir, je sais pas, entamer une thérapie ou un truc comme ça. Ce que je n'ai pas fait sur le moment. Pourquoi ? De toute façon, parce que personne ne te conseille, parce que j'avais pas... J'ai même pas eu l'idée, en fait. Ni mes parents, ni... Personne t'accompagne. Personne t'accompagne. Il n'y avait pas d'association tellement à l'époque, de forum de discussion comme il peut y avoir aujourd'hui. Non. Donc voilà, je suis là. Moi, je suis un peu contente parce que dans le sens où, de toute façon, j'étais toujours en galère de thunes. Donc c'était... Quelque part, je me disais, mais au moins, je vais pouvoir avoir un projet, un truc, je sais pas, d'ailleurs... Mais très vite, je m'aperçois que ça ne répare rien du manque d'amour que je ressens envers moi et que je ne sais pas trop comment régler le problème. Et je m'en veux de ne pas me sentir mieux. Et le fait de m'en vouloir de ne pas me sentir mieux, je bascule encore plus dans les addictions. C'est là où j'entame de gros comportements à risque. Et, c'est-à-dire, tu peux nous partager ? Vraiment de boire à outrance, T'as parlé me mettre en d'héroïne dans le danger. spectacle. Ouais, j'ai essayé un peu. Moi, c'est un truc, j'avoue, qui m'a vachement choquée parce que on m'a toujours dit, l'héroïne, on n'en sort pas. Non, mais tu commences une fois et c'est terminé, quoi. Non, il faut jamais goûter ça. Mais je crois que c'est plus quand tu te piques, tu vois. Mais moi, je l'ai fumé. Mais en fait, la sensation était tellement incroyable. Et, my God, n'essayez jamais. Mais quand même, j'ai eu l'instinct de survie de me dire, si je continue, je vais mourir. Ouais. Ça, c'est sûr. Et donc, en fait, ça a duré très peu. J'étais avec un copain à ce moment-là qui consommait. Et d'ailleurs, ce mec-là m'a rendu service parce qu'on était fous amoureux. Mais bon, on se faisait... un peu toxique. Voilà, on se faisait descendre. Et lui m'a dit, non, je vais te faire mourir. Enfin, il faut que je te quitte. On se quitte. Tu vois. Et il m'a sauvée en me larguant, ce mec-là, parce que je pense effectivement que j'aurais pu vraiment basculer dans cette drogue-là. Mais après, ça va. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu consommé toutes ces drogues. Mais je ne suis pas tombée addict, moi, de la drogue dure, en fait. Ça ne m'a pas plu plus que ça, en fait. La coke, tout ça, j'aime pas les faits. Par contre, j'étais très, très addict au bédo, quoi. Tu vois, je fumais beaucoup, beaucoup de cannabis, THC à fond. Et ça, c'était une addiction très, très longue. Enfin, j'ai mis très longtemps à m'en détacher. Ouais. Enfin, je m'en suis détachée quand j'ai décidé d'avoir mes enfants. Donc, pendant très longtemps, je n'ai pas fumé. Et puis le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé, là, c'était la torture psychologique. Pourquoi ? Ah, putain, le Covid. Ah ouais, non, là... Je sais pas, j'étais tellement déçue de la direction que prenait l'humanité. J'ai eu, de manière un peu utopique, j'ai eu l'espoir qu'on rebondirait de manière positive, en portant un nouveau regard sur le monde. Enfin bon, moi, je suis une rêveuse, en fait. Je crois tellement en l'humain. Et puis à chaque fois, je suis déçue. Et vraiment, en fait, ce qui s'est déroulé autour de ça, c'est qu'en plus, on avait affronté de très, très, très grosses déceptions autour de la gestion politique de la pédocriminalité et de l'inceste. J'y avais beaucoup cru. Et donc, toute cette période Covid, post-Covid, là, j'ai perdu foi en tout, quoi. J'ai vraiment, et c'est là où vraiment, j'ai très, très mal, en fait, avec le recul. J'ai vraiment perdu foi en la vie, j'ai perdu mon énergie, j'ai perdu mon feu, mon mojo. Ouais. J'ai perdu tout ça. Enfin, j'ai eu peur vraiment de le perdre. En tout cas, c'est pas que je l'ai perdu, mais c'était une toute petite flamèche minuscule. Et là, je me suis dit, ça y est, en fait, t'es éteinte. Tu crois plus en rien, tu vois. Et ça a été super violent. Donc, j'ai refumé. Et puis, pendant 2 ans, un truc comme ça. Ce qui m'a quand même aidé, paradoxalement, à surmonter... cette immense déprime que je ressentais, que je traversais. Et puis un jour, j'ai décidé qu'il fallait que je parte de mon mariage, tout ça, et j'ai compris que... C'était plus ce qu'il te fallait. Ouais. Et depuis, ça va mieux. Comment on rallume cette flamme ? Moi, j'ai eu besoin de tout quitter. J'ai vraiment eu besoin de quitter cette vie
familial. Évidemment, on est une famille, mais je veux dire, le mariage, le couple, l'engagement comme ça, le fait d'avancer toujours à deux, tout ça, j'en pouvais plus de ça. Donc, moi, le déclic, c'était ça. Un jour, je suis partie, je pensais pas que j'aurais le courage. Et puis, c'est parti. Ça a été très radical. Et à partir de là, évidemment, c'était compliqué puisqu'on a 2 enfants, etc., ensemble. On a essayé de bien faire les choses, être en alternance et tout ça, on a essayé. Et puis au final, j'ai mes enfants avec moi. Non, je me suis dit, Andrea, là, tu peux pas être à 30% de ton potentiel. En fait, tu vas te réveiller dans 15 ans ou dans 20 ans en disant que tu es passé quand même pas mal à côté de ta vie. Et de ce que tu as fait des choses bien, bravo à toi, super, les chatouilles, ça a aidé plein de gens. Tant mieux. Mais tu aurais pu faire tellement plus. Et tu ne le fais pas à cause d'un homme ? Non, à cause d'un système. C'est pas lui qui m'inflige ça, c'est aussi moi qui m'inflige cette idée aussi de la perfection je sais pas, de cette vie de famille, de l'engagement à tout prix, puis qu'en même temps, lui aussi, je l'ai vraiment habitué à être très, très, très investi, très en abnégation. Et que, au moment aussi où je découvre le féminisme, parce que, quand même, je sais pas, c'est assez récent, finalement, que je suis féministe, tu vois. C'est vraiment les chatouilles qui m'ont amené au féminisme, à la compréhension de ce que c'était que le féminisme, et au fait de... Et plus j'avance, plus je me dis, mais je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas, ça, je peux plus, ça, si, ça... Waouh, en fait, tout, je suis en train de m'enlever des couches et des couches d'abnégation, et encore une fois, c'est pas de sa faute. Je veux pas... Non, je suis dans une matrice, quoi. Et j'ai besoin absolument d'en sortir pour respirer. Et du jour où je le fais, déjà, j'ai un immense poids qui s'envole. Je me dis, donc c'est ça, ok. Et puis maintenant, bats-toi. Et c'est là où j'ai commencé les posts noirs, tout ça, à rédiger les posts noirs. Et puis à prendre un peu plus de temps pour moi aussi. Et ça a transformé ma vie, de m'accorder un petit peu de temps, un petit peu de... Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps ? Des fois, je fais pas grand-chose, juste je prends le temps pour moi, c'est-à-dire je suis cinéphile, par exemple. J'adore regarder le cinéma. J'adore ça. Donc je vais au cinéma. Puis Paris, c'est bien, parce que t'as un cinéma à droite, un cinéma à gauche. Et des fois, je me dis, les enfants vont au collège et tout, et je sais pas, je me dis, tiens, je vais soit au sport, soit au ciné. Puis ça me propulse pour une journée hyper productive derrière, etc. Mais je fais ce que je veux, en fait. Je demande plus. T'as plus de compte à rendre. Ouais, et ça, c'est merveilleux. Comment on fait pour ne pas se laisser gouverner par la colère ? Il y a des moments où on se laisse gouverner par la colère. Mais coûte que coûte, tu essaies de prendre le recul. C'est pas simple. Comme tu vois, cette période que j'ai traversée, j'étais extrêmement en colère. Ça m'a beaucoup, beaucoup assombrie. J'étais très triste. Et je pouvais dire des mots qui dépassaient ma pensée. Donc, je me suis dit, merde, ouais, effectivement, là, c'est normal, c'est légitime que tu sois en colère, Andrea. Vraiment. Mais merde, là, en fait, c'est toi que tu vas sacrifier, quoi. Eux, ils en ont rien à foutre. Tu te dis, peut-être que c'est l'amour que tu peux te porter qui va te faire sortir de cet engrenage à colère toxique. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, tu as le droit d'être heureuse, tu mérites ça. Tu as toujours travaillé, tu t'es toujours donné les moyens, tu as toujours été rigoureuse. Tu es une fille, je crois, plutôt généreuse, plutôt sympa. Enfin, j'aime bien aider les gens. Je crois pas, je suis totalement imparfaite, évidemment, heureusement, mais je peux faire des choses très maladroites ou je peux être dure. Puis bon, comme j'ai une très grosse résistance à l'humiliation, il y a des fois où je peux dire des choses hyper dures en me disant ça va quand même. Tu vois. Mais donc oui, pour sortir de la colère, y a un moment, il faut que tu t'arrêtes, tu t'apportes un peu de soin. C'est moi ce que j'ai fait. J'ai essayé de me dire, attends, passe en premier, pour une fois, Andrea.
passe en premier. Et c'est ça qui m'a permis de sortir de la colère. C'est quand enfin je me suis placée en premier. Tu vois, sans égoïsme, mais parce que là, c'était nécessaire de passer en premier. Et heureusement que j'ai fait ça. Parce que justement, ça m'a tellement apaisée. Et puis j'ai pris ce recul. Et puis l'humilité, en fait, aussi. Parce que la colère, elle vient de quoi aussi? C'est quand tu n'arrives pas à accomplir des trucs, tu te dis... C'est vrai que quand tu attaques ces luttes comme ça contre les violences, par exemple, on laisse tomber. Le travail, il est titanesque. Il suffit pas d'une vie, il suffit pas d'une existence. T'es juste une pierre à l'édifice et c'est OK. Mais quand moi, je fais les chatouilles, puis le film, et que le gouvernement me fait venir à l'Élysée, que Brigitte Macron est ma copine, qu'elle me dit « Attends, c'est incroyable ce que tu fais, et tout, machin », et que je veux faire rentrer la prévention à l'école contre la pédocriminalité et l'inceste, j'écris des livres. Je dis « Mais il n'y a pas que mes livres, il y a plein d'autres livres qui sont super efficaces, juste pas forcément les miens, mais vraiment, il faut faire rentrer la prévention à l'école. » Et je fais rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous. Vraiment, j'ai mis tellement de moyens, de fatigue, j'ai mis tellement de mois à essayer de convaincre tous ces gens qui m'ont tous écouté, en me regardant, en me caressant dans le sens du poil, en me disant à quel point j'étais courageuse. Et moi, j'en avais rien à foutre d'être courageuse. C'est pas de ça dont j'avais besoin et envie. J'avais besoin qu'ils agissent pour nos enfants. Et ils ne l'ont pas fait. Et ça a été une telle déception, en fait, que je me suis dit, bah ouais, mais toi, tu t'es pris pour qui? Andrea, t'es qui, toi? Tu crois quoi? Que toi, t'aurais pu changer les choses? J'étais obligée d'être hyper violente avec moi-même, en me disant, mais t'es quoi? T'as cru que t'étais qui? Rosa Parks, Mère Teresa, Simone Veil? Bah non. Pourquoi ils l'ont Alors pas fait? redescends. Et ils l'ont pas fait parce qu'il faut sortir beaucoup d'argent et que c'est pas leur priorité. Hein. C'est de l'argent quand même, il faut de l'argent. Il faudrait 3 milliards par an pour essayer d'espérer Endiguer affaiblir le fléau des violences. Et toi, tu t'es pas dit que t'allais y aller au milieu de l'arène pour... Si. À un moment, je me suis posé la question, est-ce que je rentrais en politique, mais sur ces sujets-là, hein. Je serais pas allée sur autre chose, tu vois. Mais ouais, il y a un moment, je me suis posé la question, puis je me suis dit, là, avec ce système-là, comme je le vois, ils vont te bouffer. Tu vas être tellement malheureuse, parce que tu vas être obligée de lâcher des convictions. Moi, je peux pas. Sur les enfants, je peux pas lâcher. Je pourrais pas faire de concessions. Là, c'est comme je vois toutes ces femmes politiques qui criaient victoire lors de l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution. Moi, je n'ai pas fait la fête. Hein. La liberté, c'est pas un droit. Hein. Et donc, je les voyais toutes là, s'extasier. J'étais là, ah ouais, tu fais ça, toi? Bah, en fait, ouais, donc t'es une vendue, quoi. Ouais, t'es une politique, en fait. Pardon, hein, mais on pouvait pas s'extasier. Si t'es une vraie féministe, tu peux pas t'extasier sur l'inscription de la liberté d'avorter. Non. Pourquoi ils ont, tu penses, choisi le terme liberté d'avorter et pas droit à l'avortement? Mais parce que c'est pas la même chose. La liberté d'avorter, c'est bah vas-y, fais ce que tu veux, c'est super, tu seras pas une criminelle. T'avortes. Par contre, nous, l'État, on n'est pas obligé de te donner les moyens de le faire. Donc si demain, j'ai pas le RN qui passe, ce que tu veux. On parle pas de malheur. Non, mais écoute, faut quand même. Puis de toute façon, ils sont pas. Ils sont droites, ils sont très droites, hein, les autres là. Hein. Bon. Et si on a des gens comme ça dans l'exécutif, les gouvernements et tout, qui décident que les délais sont rétrécis, on va pas se mentir. Il y a 130 centres d'IVG qui ont été fermés en 2023 en France. Donc sur le territoire, ça veut dire que si toi, finalement, mais tu as la liberté d'avorter, mais si tu es dans un quartier, que tu n'as pas de thunes, ou en pleine campagne, tu n'as pas de thunes, etc., et que tu n'as rien pour avorter autour de toi, et qu'en plus on va abaisser les délais, mais tu n'avortes pas, parce qu'on ne te donne pas les moyens de le faire. Donc la différence entre la liberté et le droit, c'est ça. C'est qu'ils nous disent « Vas-y, avorte !» Laisse tomber, il y a tout qui ferme. Tu as vu le service public, tu as vu les hôpitaux. Alors encore une fois, qui va avoir la liberté d'avorter? Les plus riches, les blanches, hein, c'est très bien. C'est toujours la même chose. Donc en fait, toutes les meufs de quartier, tous les meufs isolées, etc., alors là, ça va pas être la même. Mais bon, c'est de la com, ça coûte 0. Tandis que le droit à l'avortement, si ça avait été inscrit dans la Constitution, ils étaient obligés
au niveau des moyens financiers, de mettre tout en œuvre pour que les femmes aient accès à l'avortement. Ils ne l'ont pas fait. Là, ce sont que des mots. C'est bien, vous n'irez plus en prison. C'est mieux quand même qu'à l'époque d'avant Simone Veil. Oui, non, bien sûr, non, mais bien sûr. Mais c'est un pas de mouche. C'est une blague. On ne peut pas s'extasier. Et donc, pour en revenir au regard que je porte sur les politiques, c'est ça, quand je les voyais, ces femmes de gauche, là, qui font du très bon travail, souvent, mais qui étaient là, victoire et tout, je suis là, sérieux? C'est vraiment pour avoir ta photo en montage à côté de Simone Veil, quoi. Non. Comment est-ce que tu fais pour être une bonne mère ? Ça t'a pas fait peur ? Si, ça m'a fait peur d'être maman. Ça m'a fait peur parce que justement, j'ai eu peur. J'étais persuadée que je serais pas violente et puis j'ai eu des espèces d'énergie de violence comme ça. Waouh! Et c'est là où vraiment j'ai commencé très sérieusement à entamer une thérapie. C'était vraiment pour mes enfants, pour m'apaiser. Mais quand même, je les aime trop pour être violente. Je ressens tellement d'amour pour eux que ça a été très vite, très facile pour moi finalement de dire ok, non, t'inquiète pas, ça, c'est des conséquences de ton enfance et puis tu vas pas reproduire, c'est cool, ça va le faire. Et ça le fait. Mais alors, si j'espère être une bonne maman, mes enfants me le disent, mais en tout cas, j'essaie de... Ouais, j'ai lâché l'idée de la... je sais pas si je l'ai eu un jour, mais vraiment, j'ai lâché l'idée de la perfection. J'admets mes failles, je leur dis aussi. Et je leur dis tout le temps la vérité. Ça, c'est... Quand ils sont mauvais, tu dis « t'as été mauvais ». Je leur dis jamais ça. Je dis par contre, ton comportement, peut-être que tu peux mieux adapter. Je pense que là... Mais en tout cas, je fais jamais une... Je pense que je les juge jamais. Je les juge jamais pour ce qu'ils sont. Je vais juger leur façon de se comporter. Voilà. S'ils ont fait quelque chose, je veux dire ce que tu as fait, mais jamais ce que tu es. La différence entre être et oui, paraître. parce que... Et je vois bien que c'est vachement important pour eux et que justement, tu les sauves aussi en faisant ça. Et donc j'essaie, voilà, j'ai lu quand même beaucoup d'ouvrages sur la parentalité, la bienveillance autour de l'éducation et tout ça. Je me suis, j'ai beaucoup travaillé quand même pour ne pas me planter. Et puis, bon, maintenant ils ont 12 et 13 ans, c'est quand même des gamins qui sont pleins d'amour, qui sont hyper curieux. T'as pas peur des autres ? Parce que tu vois, que toi, tu fasses tout ce qui est en ton possible pour être la meilleure mère possible. Dans ton histoire, certes, il y avait des problèmes avec tes parents, mais c'est plutôt venu de l'extérieur. Comment tu fais pour ne pas avoir sans cesse peur de ça, quoi, du danger ? Si, j'ai peur, mais la peur n'empêche pas le danger, on le sait. Donc j'ai peur, mais j'essaie de pas trop parasiter avec ça. Et j'essaie surtout de leur faire confiance dans le sens où, justement, mes enfants, c'est quand même des enfants qui ont vraiment vécu la prévention. Je leur parle de tout, vraiment de tout. Ils sont au courant de mon engagement. Des fois, ma fille me dit « Je peux lire ton post noir aujourd'hui ?» Des fois, je lui dis oui, des fois, je lui dis non. Je dis là, c'est vraiment particulièrement violent. Je souhaite pas que tu aies ce type d'image dans la tête. Mais par contre, on parle de tout. Et je leur fais confiance, quoi. Je sais pas. Et puis, je peux pas les empêcher de vivre, quoi. Je peux pas les empêcher de vivre. Je peux pas les mettre de toute façon, il y a pas... Ça t'arrives à pas rien. te laisser déborder par l'angoisse, quoi. T'as pas le choix, sinon tu meurs, en fait. Donc... Après, maintenant, en plus, on a de la chance, on a les portables et tout, donc tu peux quand même prendre contact assez facilement avec ton enfant. Moi, quand je suis allée voir Les Chatouilles la semaine dernière, ton fils était dans la salle. Oui. Tu lui as dédié le spectacle à la fin. Est-ce que c'était la première fois qu'il le voyait ? Il avait, il y a quelques années, il était quand même petit, parce qu'Anton a 12 ans, donc il était vraiment petit, il se souvient de petites images, de trucs, mais il n'avait pas vu vraiment, il avait traîné en coulisses, il aimait bien venir saluer. Ils sont venus de temps en temps saluer avec moi. Ils aimaient bien les saluts, Antoine et Juno. Qu'est-ce qu'il t'a dit après cette représentation ? Écoute, c'était vraiment touchant parce que quand il est arrivé dans la loge, il avait les yeux tout rouges. Et
Et moi, je fais toujours bonne figure, tu vois. Et, je dis, ça va, mon amour. Je dis, mais t'as les yeux tout rouges. Et là, il m'a dit, maman, j'ai pleuré quand tu m'as dédié le spectacle. Et c'était trop mignon. Et on a pleuré ensemble après. Mais ouais, moi j'adore être maman, quoi. Enfin, c'est vraiment ma priorité. Comment tu fais pour gérer toute ta vie? Je me structure, j'essaie d'être très organisée et j'essaie aussi de m'octroyer des moments de lâchage. Parce que c'était que dans ce truc de structure, de tenir, tu pètes un plomb. Moi, j'aime bien faire la fête en plus. Et donc, je tiens, tu vois, je me dis, tiens, t'as une semaine là, t'écris un scénar, là, t'as tes rendez-vous, là, il y a tel plan pour une réalisation l'année prochaine. Vas-y et tout, c'est super, le projet t'intéresse. Les enfants, tac, ouais, j'essaie de finir assez tôt, de manière à quand même avoir les débuts de soirée avec eux et tout. Donc, j'essaie vraiment d'organiser ma vie. Je travaille beaucoup. J'ai besoin de terminer ma journée en me disant, en faisant un récap, en me disant, super, t'as bien travaillé aujourd'hui. J'en ai besoin pour être heureuse. J'ai besoin de passer du temps avec mes enfants aussi. Et par contre, à des moments, si en plus ils sont avec leur père en week-end, bah là, je me lâche. Mais je peux me lâcher, c'est-à-dire je vais sortir et rentrer à 10h du matin, tu vois, en ayant bu You should. Ouais, en ayant bu du rhum toute la nuit, et puis en ayant dansé, en ayant vu des gens, en riant beaucoup et en me disant bon bah écoute ouais tu vas mettre 2 jours à te remettre mais qu'est-ce que c'était fun et puis après je retourne à fond au boulot quoi et j'ai besoin de ça j'ai besoin de voir mes amis moi aussi ouais et j'ai la chance d'avoir quand même des potes qui viennent souvent chez moi donc on se fait des petits dîners des trucs comme ça enfin ouais j'ai ça aussi tu vois. Tu m'as l'air très apaisée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une blessure que tu as encore sur laquelle que tu aimerais soigner? Je tombe assez facilement en emprise, en fait, encore un peu. Tout le monde me dit, mais ouais, toi, t'es forte. Si vous saviez. Ouais, non, je dis non, mais les gens, je ne suis pas les postes noirs, je ne suis pas que. Enfin, puis voilà, les réseaux sociaux, on les connaît. Tu mets aussi, là, bien sûr, je suis contente. En ce moment, j'ai des articles magnifiques pour le spectacle. Et puis, les petites sœurs qui vont sur scène et qui disent c'est Andrea qui nous a. Bon, que tu te rends compte de la récompense, le cadeau qu'on m'offre. Mais voilà, petit à petit, je reprends confiance en moi. C'est quelque chose qui est difficile pour. Tu vois, par exemple, je n'avais pas récupéré mon Molière, j'ai filé mon César à mes producteurs. C'est rigolo parce que souvent je dis bah, c'est chouette les primes, en fait, on s'en fout. Et ben là, j'ai eu besoin de récupérer mon Molière. Les enfants me l'ont amené. Tu vois, ça m'a. Je me suis dit, ah, mais c'est super, t'as eu ça quand même, t'as bossé, t'as eu ça. Puis là, je vais déjeuner avec mes Producteur amis producteurs. Je vais leur dire, je peux récupérer mon. Il me l'avait dit, de toute façon, il m'a dit, non, mais on dit qu'il est en pension. Tu vois, mais tu le récupéreras un jour. François m'a dit, tu vas le récupérer, c'est normal, il faudrait que tu le récupères. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie. Et c'est rigolo parce que c'est comme si jusque-là, je ne m'étais pas sentie très légitime. Et par ailleurs, d'ailleurs, j'ai écrit un spectacle qui s'intitule Balance, que je vais faire à la rentrée, qu'un stand-up. Waouh. Et je raconte, ouais, j'avais envie d'aller là-dessus. Tu te frottes à une autre zone d'inconfort, là. Et encore une fois, comme je te disais au début de notre entretien, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc j'avais envie, comme d'écrire un roman, et bon, il est chaud le spectacle, mais j'explique ça aussi de comment, avec le manque de confiance en moi, le fait que justement, comme j'ai écrit un spectacle qui évoquait les violences sexuelles que j'avais vécues quand j'étais petite, j'étais victime d'une sorte de cyberharcèlement bien pourri où on me disait mais en fait tu te fais de l'argent sur le dos du viol. Enfin, et ce qui est étonnant, c'est que j'ai rien gardé, j'ai tout donné en fait de cet argent. J'ai tout dépensé pour les autres, fait beaucoup de cadeaux, fait beaucoup de. Et c'est marrant parce que là, aujourd'hui, j'ai compris que il fallait que j'arrête tout ça. Que je pouvais aussi, que c'était légitime de gagner de l'argent avec le travail que j'accomplissais et que je n'avais pas à m'en débarrasser ou à payer pour être aimée, en fait. Donc, je bosse beaucoup là-dessus. Et c'est OK. Ouais, je suis sur le bon chemin, je crois.
Quand tu parles d'emprise, tu parles d'emprise amoureuse? Non, pas que. D'accord. Ouais, pas que. Non, aussi beaucoup sur l'amitié. Presque plus l'amitié, finalement. C'est quoi ton rapport amoureux aujourd'hui? Ton rapport à l'amour? C'est plutôt des amitiés très fortes. J'ai plus du tout besoin de me projeter dans un couple. Pas du tout. Mais t'as eu besoin de ça? J'ai eu besoin très fort, oui, oui, oui. Et ce qui est marrant, c'est que les personnes que je fréquente ou que... bon, moi, j'ai demandé un engagement, c'est drôle, alors qu'en fait, je n'en veux pas. Et quand j'ai compris ça, et que m'a fait quand même comprendre ça, en disant, mais en fait, tu veux replonger dans un truc que tu as fui. Mais parce qu'on est un peu structuré, quoi, comme On ça. est conditionné. Ouais. Ouais. Et finalement, depuis que j'ai compris que, mais moi-même, je n'ai pas du tout d'engagement. J'ai envie d'un super pote avec qui je passe des belles nuits. Voilà. Enfin, Ouais. tu vois, avec qui je peux vibrer, mais non, quoi. Je veux surtout plus dormir avec un homme régulièrement. Je veux pas de quelqu'un chez moi. Je veux pas. Je veux pas faire ce type de concession-là aujourd'hui. J'adore dormir seule. Et de temps en temps, je dormir avec mon amant. C'est super. Et ça dure une nuit. Ou pas. Je vais rentrer chez moi, il va rentrer chez lui. Voilà, il est temps de rentrer. Oui, et c'est OK. Tout est cool, en fait. Donc ça, j'aime beaucoup, presque 45 ans, découvrir la liberté d'être aimé, d'aimer, de pas forcément avoir quelqu'un de... Enfin, tu vois, je peux avoir... Enfin, c'est trop bizarre, ils vont dire, mais Andrea, elle est... Oh. Ma fille, elle m'a dit, mais maman, non, mais on les embrasse. maman, on embrasse dit, les oui, amants. c'est ça. Mais maman, mais t'es une tombeuse. Elle m'a tuée. Mais je veux pas d'engagement, ça c'est sûr, et je préfère avoir un ou deux copains et que je m'entends hyper bien, que je rigole et où il y a un respect mutuel en toute vérité, etc. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Quand on s'était parlé la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que tu m'avais dit que parfois certains mecs que tu voyais justement, ils flippaient un peu. Ouais. Parce qu'ils ils te demandaient presque trop ton consentement parce que c'était toi, genre. Ouais. Et je me dis, comment tu arrives à naviguer avec ça, quoi? Mais en fait, on en fait une blague. Ouais. Franchement, bon, après, les gars, en plus, que je rencontre quand même, ils sont hyper intelligents et tout. Et non, là, en fait, c'est con, mais il fait un post noir lui-même, tu vois. Enfin, c'est-à-dire qu'on va se marrer, je sais pas, on va avoir une relation sexuelle, etc. Et je vais me dire, ah ouais, là, on est bon, hein, j'étais pas... Et puis, non, parce que tu es... Non. Et puis, en fait, on se marre, ça devient une blague. Et comme de toute façon... moi, j'essaie de le mettre à l'aise tout de suite sur ce que je veux pas, ou en tout cas... Enfin, je préfère devancer les choses de manière à mettre vraiment à l'aise, mais sinon, effectivement, c'est plus... c'est même plutôt hors relation sexuelle, c'est plutôt sur le caractère, sur le fait que, ouais, je vais être quand même dans une ultra-vigilance sur le rapport, et que je veux plus du tout... me laisser contrôler par un homme et tout. Donc, même quand voilà, c'est un amant ou un super copain et tout, aujourd'hui, je ne supporte plus effectivement l'humiliation, la soumission. Mais je supporte pas ne pas être respectée aujourd'hui, en fait. Là où avant, c'était OK. Donc, du coup, les mecs, comme je laisse rien passer... c'est fatigant pour eux, tu sais, de devoir réfléchir. Balle perdue. Non, mais bon. T'as toujours été à l'aise avec ta sexualité? Non, écoute, bizarrement, j'ai toujours ressenti du plaisir et tout, mais j'ai découvert l'orgasme très très tard. D'un seul coup, c'est venu, je fais, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire? Pourtant, je pensais, moi... Mais très tard, genre... 28-29 ans. Ok. Mais j'avais du plaisir avant ça, hein. Par contre, j'ai toujours kiffé... faire l'amour et tout. Je pense qu'il y a quand même un moment où j'étais un peu perturbée par le porno. Je pense que la consommation du porno, moi, m'a quand même... je me suis dit, mais en fait, c'est ça, il faut faire ça. Je redirige vers un épisode qui est super qu'on a fait sur InPower avec Olympe de G, Ah oui. qui est une écrivaine et réalisatrice de porno féministe. Des boîtes.
Moi, ça m'a vachement perturbée quand même. Et donc, à un moment, j'avais vraiment ce truc de quasiment de soumission totale. Et puis, ça, de plus en plus, ça m'a mis vachement mal à l'aise, d'autant plus que je commençais vraiment à aborder mon militantisme et tout. Je me dis, mais ça va pas du tout. En fait, meuf, là, il y a une dichotomie. Et le fait d'arrêter vraiment cette consommation-là, et même de l'éradiquer totalement et même de la combattre, ne fait pas de moi quelqu'un de prude, hein, par ailleurs. Je m'éclate au lit et tout dans mes relations sexuelles. Mais je fais le choix, j'en parle, je ris là où je riais pas avant. Tu vois, beaucoup plus d'autodérision, en fait, aujourd'hui sur la sexualité. Voilà, ça. Ouais. En fait, je ris beaucoup plus qu'avant. Tu le prends moins au sérieux? Mais clairement. Vraiment, ouais, c'est ça. Je trouve que moi, la relation sexuelle, c'est comme une récré. J'aime bien me marrer, j'aime bien rentrer même dans un perso ou d'être dans un truc... oui, il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de... C'est assez rock, j'aime m'amuser, quoi, en fait. Ouais. Est-ce que tu as réussi à te détacher de l'injonction souvent inconsciente d'une femme à plaire? Ouais, ça, ouais, mais récemment quand même. Mais à partir du moment, justement, où je me suis dit, ben attends, place-toi en premier. Ben, le temps que je vais passer dans ma salle de bain ou le temps que je vais passer, je sais pas, à aller faire des soins ou acheter des trucs, j'en sais rien, mettre un bijou, j'en sais rien, peu importe. C'est pour moi, désormais. En fait, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour que moi, je me sente bien, que je me trouve jolie ou que je me sente bien dans ma peau, en tout cas. Et je le fais plus pour quelqu'un ou les hommes ou les femmes ou le fait de plaire. Non, je m'en fous aujourd'hui, ça. Je me dis, bah, de toute façon, si t'es bien dans ta peau, bah, forcément, tu vas plaire, en fait. Enfin, et puis, c'est pas grave, puis tu plais pas. Vas-y, de toute façon, il y a le womanizer. Donc, bah, tu vois. Mais bon, non, je plaisante. C'est toujours cool, évidemment, d'avoir des partenaires, mais humains. Mais je suis vachement moins là-dedans. C'est plus mon propre regard aujourd'hui qui compte que le regard d'un éventuel partenaire ou d'une éventuelle partenaire. Que la validation ouais, de que la l'autre, quoi. validation de l'autre. Non, ouais, là, j'essaie de le faire vraiment beaucoup plus pour moi, quoi. Je vais faire une pause pour aller aux toilettes. Yes. 2 options. Soit t'as envie d'y aller, on y va ensemble, non, il y a notre copine. Soit je te laisse le mic et tu peux parler de ce que tu veux pendant 2 minutes. Ah ouais. Tu peux parler du spectacle, de ce que t'écris, du stand-up. Ouais, bah, j'ai besoin d'écrire ce stand-up, là. Parce que j'ai écrit Les Chatouilles, qui est super poétique, où j'ai plein de personnages. Je rentre dans des personnages, je fais des voix, des trucs comme ça. Je casse pas le 4e mur. Et puis, plus ça va, plus évidemment, je milite sur les réseaux, etc. Plus on m'invite à des conférences, des talks. Puis moi, j'aime bien parler aux gens, quoi. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant d'aborder tout ça, de comment je suis rentrée dans ce militantisme, mais en parlant aux gens, que ce soit pas un spectacle, mais un stand-up, ou en tout cas, je peux aussi rire avec mon public, ce qui n'est pas le cas avec Les Chatouilles, puisque évidemment, je suis dans des persos, le public a droit de rire, mais pas moi. Et là, ouais, créer un spectacle comique sur les violences, je trouvais qu'il y avait quand même un truc un peu cool là-dedans, dans le sens où ils se foutent tellement de notre gueule que moi aussi, j'ai envie de me foutre de leur gueule. Et qu'on est nombreuses et nombreux à vouloir vraiment mettre en avant tout ce foutage de gueule, en fait, qu'on subit depuis MeToo, le backlash et compagnie, et toutes ces promesses non tenues, et puis aussi... tous ces hommes, les pauvres, qui ont eu leur carrière brisée par des accusations de violence, et tous ces hommes célèbres, tout ça. Donc ouais, j'ai eu très très envie de parler de tout ça sur scène en cassant ce 4e mur, en étant proche du public et pouvoir... Je suis assez contente de faire ça, en fait. Tu stresses pas de... Moi, je trouve que la pression à faire rire... Non, mais c'est parce qu'il faut pas le prendre comme ça. Enfin, pourquoi la forme du stand-up? Alors écoute, non, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, avec le militantisme dans lequel je suis rentrée, je suis beaucoup invitée sur des talks, des conférences, etc. Donc je parle aux gens. Je suis sur scène et je parle aux gens. Et par ailleurs, tout ce que je vais raconter, alors du coup, c'est pas l'injonction à faire rire, c'est que c'est plus un truc d'énergie autour de quelque chose qui est fondamentalement triste quand même, que le sujet des violences. Et ouais, quand je fais ces conférences, etc., les gens rient beaucoup, en fait.
Parce que je leur raconte la façon... Parce que t'es drôle. Non, mais puis ouais, comme... En fait, on se fait tellement niquer, si tu veux, que... Mieux vaut en rire. Mieux vaut en rire. Et il y a une... Après, dans ma façon de le faire, ça se déroule bien. Et donc, il n'y a pas trop cette injonction à faire rire. Je pense qu'on va beaucoup rire jaune, justement, sur ce spectacle. Mais en tout cas, que ce soit en énergie, un peu une part aussi de cynisme à des moments, ou de sarcasme, parce que, waouh, ouais, quel foutage de gueule, quand même, quoi. Vraiment. Donc, non, j'ai pas peur. J'ai envie, ouais. J'ai envie. J'ai super envie. Qu'est-ce qui te fait peur professionnellement ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te fait peur ? Non, j'ai pas peur dans la vie. Non. J'ai un peu peur pour mes enfants, des fois. Que cette société qui est quand même pas... C'est pas génial, tout ce qui se met en place. Mais sinon, non, dans mon métier, tout ça, dans ce que j'entreprends, j'ai pas peur. J'aime ce que je fais, j'ai pas peur. Non. Pourquoi t'as voulu remonter sur scène, là, avec les chatouilles ? Parce que j'avais envie de fêter ces 10 ans. Et puis parce que je l'ai joué tellement fatiguée. Je l'ai joué triste, ce spectacle. J'ai joué... J'allais sur scène comme sur un ring de boxe, je me prenais des coups en fait. Et là, je me sens tellement bien. Je me suis dit, écoute Andrea, tu vas regretter si tu le rejoues pas en étant bien dans ta peau. Déjà que, si tu veux, je me suis souvent dit, voilà, peut-être mon petit regret, c'est que j'aurais pas eu d'enfant en étant vraiment bien dans ma peau à la base. Mais j'ai pas eu envie d'en refaire un tard. Parce que j'ai trop de choses à accomplir et que ça prend trop de temps, un enfant, enfin, même si... Mais voilà, ça, c'est un truc que je me suis dit, du coup, le spectacle, rejoue-le là, pour le kiffer, pour conclure cette histoire aussi de la plus belle des manières. Tu te sens bien dans ta peau, tu vas sur scène, tu t'éclates. T'es plus fatigué comme avant, t'as plus la pression comme avant, t'as plus peur du jugement. Et tu t'amuses, quoi. C'est aussi une façon de... Ouais, de dire merci à cette aventure-là. C'est la thérapie qui t'a aidé à ne plus avoir peur du jugement ? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois que c'est l'action, c'est le fait de faire, coûte que coûte. J'ai envie de donner des conseils pour ma vie amoureuse. Donc je te demanderais, à mon avis, c'est peut-être la meilleure façon de le formuler, quel conseil tu donnerais à ta fille qui entre, quelques années encore, mais dans la phase où elle va commencer à avoir des relations. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire que tu aurais aimé qu'on te dise avant ? Bah, aime-toi d'abord, toi. Et ça, c'est sûr, mais ça, je lui dis déjà. Mais lui aussi, d'ailleurs. En plus, alors eux, ils sont pas du tout sur l'amour, ils s'en foutent complètement. Ils sont vraiment sur eux, sur bien grandir, bien se structurer, tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'on te doit le respect, c'est très important. Et que si dans ton bide, tu sens que ça va pas, c'est que ça va pas. Fais-toi confiance. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? J'ai un truc con qui me vient en tête. On était... j'ai fait un grand 8 de folie. Non, mais j'ai fait un grand 8, je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais fait avant. Et là, je me suis dit, ah non, fais-le, quoi. Il a l'air trop dingue. Je l'ai fait, je me suis régalée. On l'a tous fait. Après, avec Antoine et Juno, on y est allés. Mais sinon, putain, je sais même pas. Écrire un spectacle de stand-up ? Ouais. C'est quand même pas Non, mal. mais oui, non, mais ça, c'est vrai qu'écrire un spectacle de stand-up, c'est vraiment... Je pensais pas le faire. Mais après, je te dis, ça s'est imposé parce que j'ai fait toutes ces confs, tous ces talks et tout ça. Et qu'à un moment, il y a tellement de choses à raconter, quoi. Et que c'est une forme qui est vachement plaisante, en fait, dans ton rapport au public, le stand-up. De pouvoir faire un stand-up, en tout cas, cette espèce de seul en scène comme ça, où tu casses le 4e mur, où tu parles avec les gens. C'est quand même génial en termes de spirale d'énergie. Donc, j'avais envie de m'y frotter, quoi. J'avais envie de ça. J'avais envie de comprendre un peu ce système. Et puis de toute façon, voilà, parler de violence avec énergie et avec humour et pouvoir ressortir encore plus forte et plus déterminée à changer les choses, ça peut être chouette. Avec quelle personne dans l'industrie du cinéma t'aimerais travailler ? Avec qui t'as pas encore travaillé ? Bon, il y en a plein, mais moi j'aime bien Reda Kateb. J'aimerais bien un jour tourner avec lui. Il y en a plein, putain. Tahar aussi, je trouve qu'il est incroyable. Tahar Rahim, il est impressionnant. Après,
J'aime énormément Rebecca Zlotowski. Apparemment, on a la même voix. Ah ouais, ah ouais. Il y a deux un invités truc, qui me l'ont ouais. dit en Ouais. l'espace de 2 semaines. Mais je n'ai pas entendu ça. Ah, je sais trop pas. bien. Non, écoute, trop de gens que je kiffe. Elena Klotz, Géraldine Danon. Après, ouais, il y a beaucoup de gens quand même que j'admire dans cette industrie. À Cannes, tu vas faire quoi cette année? Je vais présenter un film qui s'appelle Diamant Brut, le premier film d'Agathe Риедиnger. Une expérience incroyable où je suis actrice. C'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui va essayer de se sortir de la merde par le biais de la télé-réalité. Voilà, et dans Fréjus, c'est pas le feu, hein, sa famille. Moi, j'interprète sa mère, qui est assez maltraitante, ou du moins vraiment à la masse. Et c'est un super rôle. Je suis très, très heureuse d'avoir interprété cette femme-là. Et écoute, c'est sublime, parce que c'est le premier film d'Agathe, et puis on est en sélection officielle. Incroyable. Ouais, c'est trop beau. Trop chouette. Trop beau. Donc ouais, et puis moi je suis heureuse d'y aller en actrice en fait. C'est vraiment multicasquette, c'est fou. Comment tu choisis si tu vas jouer, réaliser, écrire? Je choisis vraiment les rôles. Comme en fait pour moi être actrice, c'est plutôt secondaire. Enfin, c'est pas forcément ça qui remplit mon frigo ou qui paye mon loyer et tout ça. J'adore ça. Hein. Moi, j'aimerais bien quand même avoir plus de rôles ou plus de propositions intéressantes parce que j'ai beaucoup refusé. Et par contre, tu vois, Diamant Brut, je lis le scénar, je fais, bah oui, évidemment, je passe le casting, quoi. J'y vais, quoi. Donc là, il y a des films comme ça où je me dis, ouais, non, là, il faut que je le décroche, le rôle. Vraiment, il faut que je le décroche. Et ouais, je mets une petite pression et puis j'y vais. Et puis bah, là, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance, j'ai fait un bon casting. Ouais, voilà, t'as été bonne. Merde. Je fais un bon casting et puis et j'ai le rôle. Et après, je me suis vraiment donné les moyens de l'interpréter comme Agathe voulait, c'est-à-dire le personnage Sabine, à 20 ans, elle est plutôt mignonne, puis à 40, elle est vraiment, vraiment usée, quoi. Et donc, je me suis amusée, moi. Agathe m'a dit, ça te dérange, t'as les cheveux, tu sais, un peu au burn pourri. J'ai dit, bah non, vas-y, je vais y aller, je vais le jouer, ce rôle. Je vais vraiment... Donc, je me souviens, j'étais en promo de quoi à ce moment-là? Ah ouais, de mon deuxième film. Quand tu seras grand, je faisais ma promo avec cette couleur de cheveux-là. Bah, pas du tout. Puis vraiment couleur, tu sais, pas chez le coiffeur, un beau truc. Non, pas un beau roux. Non. Un truc de supermarché, bien dégueu. Puis j'avais fait exprès de le faire 3 semaines, un mois avant le tournage, de manière à pouvoir les racines blond cendré. Je suis arrivée sur le plateau, je fumais comme un pompier. Je ne buvais pas d'eau pour que ma peau, elle soit marquée. Ah ouais. Ouais, je me suis vraiment donné les moyens d'être dégueulasse, quoi. Et, J'adore. Et non, mais voilà, je trouve ça qui est vachement plaisant dans le cinéma, en tout cas dans l'interprétation. Je trouve ça très, très excitant de pouvoir vraiment composer. Et pour ce rôle de Sabine dans Diamant Brut, bah, vraiment, j'y suis allée, quoi. J'étais assez maigre aussi, j'ai perdu pas mal de poids. J'avais laissé exprès, j'avais mis des ongles, des faux ongles là, que j'avais laissés pourrir un peu, putain. Ouais, j'étais bien vilaine, quoi. Ah, ça me donne envie de le voir, vraiment. Non, mais le film est top, hein, Ouais. tu vas voir. Et puis Malou, qui interprète Liane, le rôle principal, elle est extraordinaire. Et puis Agathe nous a fait confiance. Et puis il y a une image magnifique de Noé Bach. Enfin, vraiment, on est une belle équipe. Et c'est merveilleux de savoir qu'on va vivre cette aventure-là. Et puis c'est tout merveilleux pour Agathe, quoi. Ouais, c'est trop fort. Est-ce qu'il y a un film qui t'a particulièrement touché dans ta vie, que tu aimerais nous recommander? Oui, Thelma et Louise de Ridley Scott, évidemment, que j'ai revu, là, je l'ai montré à mes enfants d'ailleurs hier, pas plus tard qu'hier. Je me rendais pas compte à quel point il était féministe, enfin à l'époque, tu vois, quand je l'ai vu, je sais pas, j'ai dû le voir quand même un peu après sa sortie, mais j'étais une très jeune adulte ou adolescente, je sais plus, mais waouh, là de le revoir, là, je me suis dit, putain, c'est beau, en 91, d'avoir tenu un discours pareil, cet appel de la liberté de la femme. Ah ouais, faut le voir, quoi, ce film-là. Puis, ouais, il y en a plein d'autres, hein, laisse tomber. J'ai revu Un air de famille aussi. Jaoui Bakri, enfin, c'est pas Jaoui Bakri qui avait réalisé, c'est Clapiche, mais écrit par Jaoui Bakri, extraordinaire. Et puis évidemment, tous les Denis Villeneuve. Tous les Denis Tu Villeneuve. l'as déjà rencontré ou pas? Oh non, j'ai pas eu cette chance.
putain. Denis, on t'attend. Denis. Denis. Ouais, j'adore ce cinéaste. Je trouve qu'il a un talent. En fait, j'aime l'éclectisme de son œuvre aussi. Enfin, tu vois, tu vas voir Prisoners, puis tu vas voir Incendie, tu fais Dune. Enfin, tu fais waouh, attends, mais il y a un univers. Et c'est toujours aussi merveilleux en termes de réal. Et... Ouais, j'aime beaucoup ce réalisateur. Qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro? Walidia. Je dis Walidia tout le temps, c'est mon gars. C'est vrai? Ouais, il est trop fort. Pour moi, c'est vraiment une grande inspiration. Je trouve qu'il a tout compris de sa génération, du monde qui l'entoure. Il n'a pas peur. Il y va quand il prend des risques. Et il a raison de les prendre, puisque c'est ça aussi qui le fait exploser. Et puis, c'est surtout un super gentil mec, quoi. Il est équilibré. Il a sa famille. C'est vraiment un bon gars, quoi. Ouais, je le considère vraiment comme quelqu'un, ouais, comme un ami. Je le considère vraiment comme un ami, comme une source d'inspiration. Ouais, puis il a un putain de talent et intelligent. Ouais, on veut l'entendre. Ça peut faire un bon épisode. On veut l'entendre. Je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Prendre le pouvoir de sa vie, c'est pouvoir se faire confiance sans tomber dans un égoïsme ou un hyper-contrôle. Laisser quand même fonctionner l'instinct, s'écouter, se faire confiance, s'écouter, écouter les autres. Et puis surtout, pouvoir se coucher le soir sans boule au ventre, se réveiller sans boule au ventre. Tu dis, ouais, c'est que là, ça va, quoi. Je te souhaite de te réveiller toutes les prochaines années sans boule au ventre. Merci, Louise. Merci, Andrea. C'était hyper chouette d'échanger avec toi. Vraiment, je le redis pour les personnes qui n'ont pas encore vu le spectacle Les Chatouilles. Allez le voir. En plus, tant que c'est interprété par Andrea, c'est quand même encore plus singulier. Où est-ce que tu veux qu'on redirige les personnes qui nous écoutent, qui veulent te suivre, qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes œuvres? Alors, celles et ceux qui veulent vraiment suivre le côté militantisme, etc., les postes noirs, c'est mon Insta, les postes noirs. Je crois que c'est juste Andrea Bescon. Et puis sinon, il y a mon compte perso, Bescon Andrea Perso, où là, tu vois beaucoup plus ce que je fais artistiquement, ou moi en tant que femme et personne, mais voilà, tu peux suivre les deux aussi. Voilà, tu suis les deux, c'est gratuit, on n'oublie pas. Et puis je mettrai tes différentes œuvres, films, livres et spectacles dans les notes du podcast. Et puis je te dis à très vite. Ouais, merci beaucoup.